Belle chanson appelant à unifier le monde arabe et mettant en relief son nationalisme de l'époque qui a peut-être un peu terni aujourd'hui. En tout cas, pour parler de cela, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Safwat Hatem, analyste politique. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Merci. Alors, en écoutant cette chanson tout à l'heure, on a vu combien vraiment l'unité du monde arabe, sa majesté et sa grandiosité étaient vraiment importantes et flagrantes à l'époque. Est-ce qu'on peut parler de cela aujourd'hui? Oui, on peut parler toujours de nationalisme arabe. Certainement, cette chanson représente quand même la nostalgie du monde arabe de l'année 50 et l'année 60, où il y avait ce rêve d'avoir un État arabe moderne, démocratique et social. Donc, à mon avis, ce rêve reste dans l'arrière-pensée de chaque citoyens et citoyennes arabes qui pensent vraiment que l'avenir du monde arabe doit être unifié dans une unité ou dans un système fédéral, au moins fédéral ou co-fédéral. Le fédéralisme, comme vous le voyez par exemple aux États-Unis, c'est un exemple de plusieurs États unifiés dans un moment donné dans l'histoire des États-Unis, mais on peut arriver dans le monde arabe à un exemple identique à ce qui s'est passé aux États-Unis. Ou même les premières étapes peut être ce qui s'est passé dans l'Europe, une sorte de collaboration, coopération économique et sociale et politique, même dans les affaires étrangères ou la politique étrangère. Et on peut arriver à ce point-là d'une sorte de moderniser le système arabe. Pourquoi on dit ça? On était en train de discuter juste qu'il y a quelques minutes avec vous à quel point le monde arabe possède des caractères positifs pour unifier. On a la même langue, c'est la langue arabe, donc vous n'avez pas besoin d'apprendre une autre langue pour lire un romancier irakien ou saoudien ou soudanais. On parle la langue arabe. On a le goût de la langue arabe, de lire tout, soit littérature ou culture ou même politique économique, dans notre langue. Donc on a toujours ce goût d'estimer et faire le plaisir de lire. Moi, je me souviens... Sentiment d'unité, je dirais, oui, de la même langue. Lorsque je lis, par exemple, un écrivain algérien comme Tahir Ouattara, ou soudanais, ou irakien, ou la poésie du monde arabe, la poésie en Irak, on dirait Sayyab, Badr Shakir Sayyab, El Bayati, d'autres poètes arabes, Farouk Choucha, et d'autres, Farouk Goueda, Shawki. On ne peut pas oublier, il y a quand même le moteur de l'unification des rêves du monde arabe, Umm Kulthum. Umm Kulthum, à travers l'intermédiaire des chansons d'Umm Kulthum, surtout dans la langue arabe littéraire, le Fosha, Umm Kulthum, il a unifié le monde arabe autour d'elle. C'était ça quand même, Lamblin. Si on parle de films égyptiens anciens, on ne parle pas de films égyptiens anciens, on ne les nomme pas égyptiens anciens, on les nomme films arabes. Je dois vous rappeler quelque chose. Ce bâtiment, c'était la télévision arabe. Masbiro, c'est la télévision arabe de Caire. Donc, ce n'était pas du tout question d'être télévision régionale ou de l'Égypte ou égyptien, mais c'était quand même représente à quel point la culture du monde arabe. Il ne faut pas nier quand même que la télévision, ça a commencé dans l'année 60. Au Caire et à Damas. Donc il a commencé dans la même journée, même jour, au Caire et en Syrie. Donc c'était la première télévision dans le monde arabe. Il a commencé pendant quoi? Pendant l'État unifié de l'Égypte et la Syrie dans le 1948. Donc
là, vous voyez à quel point notre rêve d'avoir un État unifié, un État moderne, un État qui représente quand même l'espoir des citoyens arabes d'avoir quelque chose équitable à ce qui se passe dans l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Si on parle de l'Europe, entre la France et l'Angleterre, il y avait la guerre de 200 ans entre la Deuxième Guerre mondiale a opposé l'Allemagne à la France, l'Allemagne a même occupé la France tout entière. Il y avait plein de guerres entre les pays européens, mais vers la fin, après la Deuxième Guerre mondiale, c'était l'unité entière avec l'Union européenne qui a débuté dans les années 60. Et puis, c'était quand même manifesté par monnaie unique, je dirais pas langue unique, mais culture européenne unique, sans frontières. Ici, les pays arabes, je dirais, ont déjà parcouru le demi-chemin là. Ils ont même langue, même patrimoine, je dirais, majorité musulmane, et puis on ne trouve pas un terrain d'entente commun entre les pays arabes. Si par exemple on parle de la Ligue arabe, elle n'est pas tellement, je dirais, manifestée économiquement et sur le terrain. Je ne dirais pas se contente, mais elle n'a pas la capacité que de déplorer tel et tel acte dans les conflits actuels. Elle ne peut pas, par exemple, dépêcher des forces sur place pour représenter la Ligue arabe et représenter l'intérêt des pays arabes et retourner, par exemple, si on parle du conflit syrien, si on parle du conflit yéménite, irakien, libyen, ce sont des rôles qui n'ont pas été, je dirais, accomplis. Vous avez raison, vous avez tout à fait raison de dire ça, parce que je dois dire quand même, vous m'avez rappelé d'une chose, lorsque j'étais en France dans les années 90, oui. Vous savez très bien, c'était le moteur d'unification de l'Europe, c'était l'époque de François Mitterrand et l'Allemagne. Après, certainement, je dois dire quand même qu'il y a des moments historiques, l'histoire, il ouvre des possibilités. Et lorsque vous avez la conscience de profiter de cette occasion historique rarement qui arrive, après la chute de l'Union soviétique et le bloc communiste dans l'année 90, était ouverte pour la France et l'Allemagne d'accélérer les procédures d'unification de l'Europe. Mais il faut dire quand même que sur le gouvernement de chaque pays, il y avait un chef d'État qui a un sens historique de l'histoire. En gros, François Mitterrand, c'est un politicien, c'est vrai, mais c'est un grand intellectuel de la France qui est un grand intellectuel qui comprend bien, comme c'était avant le général de Gaulle, qui est un homme qui domine et comprend parfaitement le jeu géopolitique dans la région. Là, quand vous voyez l'Europe, le moteur, ce n'était pas du tout les petits pays comme l'Hollande, la Belgique. Non, c'était les grandes entités ou identités dans l'Europe. C'était l'Allemagne et la France. Toujours dans l'Europe, il y a cette notion que la France et l'Allemagne, soit de conflit et soit de coopération, qui pousse l'avenir ou qui retarde l'avenir de l'Europe. Là, quand vous voyez la Grande-Bretagne, par exemple, il a accepté la monnaie unique après. Et maintenant, il est sorti. Pourquoi ? La Grande-Bretagne, comme exemple, il a toujours ce sentiment qu'il est très isolé de l'Europe, dans son univers, mais très loin, et très attaché aux États-Unis, linguistiquement, culturellement. Mais l'identité de l'Europe, malgré que, comme vous avez dit, qu'il y a de plusieurs langues, mais l'Europe, l'avenir de l'Europe, deux possibilités, pas trois. Soit de conflits, comme c'était le cas à l'époque de la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale,
soit la coopération, et c'est l'Allemagne et la France qui poussent l'Europe géopolitique vers l'avenir, là dans le monde arabe. Pourquoi c'était l'Égypte qui a donné ce rêve? Je dois vous dire, la loi historique, l'essence de l'histoire, et la géopolitique de cette région, il dit que c'est l'Égypte, c'est le pays qu'il peut pousser le monde arabe, soit vers l'unification, unité, ou unifié, soit retardé. Dans l'année 50 et dans l'année 60, c'était l'Égypte qui a donné cette coup de pouce des idées. Les idées du nationalisme arabe, elles existent avant Gamal Abdel Nasser. C'était avec le Baas, avec Michel Aflaq et Salah El-Bita, juste avant. Mais c'était l'Égypte, lorsque il y avait quelqu'un qui a la conscience historique de cette région, comme Gamal Abdel Nasser, qui a compris tout de suite les possibilités qui possède ce pays, l'Égypte, c'est lui qui l'a incarné dans sa politique, ce rêve du monde arabe. Là, la question que se pose actuellement, est-ce que l'Égypte a actuellement cette conscience historique de l'avenir? Est-ce que l'élite et les intellectuels, l'intelligentsia en Égypte, ils ont la conscience de l'importance du monde arabe unifié? Est-ce que vraiment les politiciens, ils ont quelque chose? Et si vraiment ils ont la conscience, est-ce qu'ils travaillent pratiquement jour après jour pour réaliser ce rêve? Ça, c'est la question que ce rêve. En tant que moi, intellectuel, je dois dire toujours, donner l'espoir, expliquer à tout le monde qu'un monde arabe divisé, c'est une catastrophe pour tout. Peut-être, vous avez raison de me poser une autre question. Est-ce que le moment maintenant idéal pour réaliser ce rêve? Moi, je vous dis, plus qu'avant, le moment est réaliste. Pourquoi? Le monde arabe subit depuis 6 ans de cette poussée de deux choses. Terrorisme et deuxième chose, la culture régressiste de l'islam. Moi, je dois différencier entre deux notions de l'islam. La notion de l'islam progressiste, qui a existé dans l'année 50 et l'année 60, et l'islam régressiste qui domine depuis au moins 40 ans. Dans l'année 50-60, on a cette ouverture sur un islam moderne. Mais depuis la fin mi-70, on a cette notion d'islam régressiste. Qui finalement, qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné cette vague de terrorisme, de Daesh, de Al-Qaïda, etc. Mais là, je vous dirais, c'est peut-être pas seulement la notion de l'islam régressiste, mais c'est plutôt un complot auquel de grandes puissances dans le monde participent aussi. Oui, je dois dire, vous avez raison. Lorsqu'on parle du monde arabe, l'avenir du monde arabe, mais l'avenir du monde arabe, c'est pas du tout question d'intérêt national ou régional. L'Europe aussi, les États-Unis, c'est un monde qui intéresse l'Europe. Qui convoite le monde arabe. Mais vraiment, il y a le complot, je suis tout à fait d'accord, mais et je le trouve, je dois l'admettre, qu'il y a ça depuis 6 ans, comme c'était le cas en Libye, en Syrie, en Irak. Regardez, ce n'est pas du tout quelque chose. Moi, je suis venu avec vous depuis 2003 plusieurs fois ici dans ce plateau, et on a parlé de l'Irak. On a averti tout le monde, depuis l'année 2003, l'invasion de l'Irak, que l'Irak sera déchiré en plusieurs parties. Déchiré, et ce sera la terre de terrorisme. Ce qui était le cas il y a quelques années, en Syrie, dans le pays de Golfe, l'Égypte, etc. Si on envisage un autre scénario, la Ligue arabe qui a des capacités, par exemple, économiques fortes et qui a une sorte d'alliance militaire arabe,
est-ce que ces conflits auraient pris place? La question de la Ligue arabe, en fait, c'est basé sur la conscience de chaque pays. Oui. Je vous donne un exemple. Chaque pays dans le monde arabe, il voit ses intérêts régionaux avec l'extérieur. Je vous donne un exemple de Maghreb, le Grand Maghreb. Le Maghreb, la Tunisie, ils cherchent quoi? Ils cherchent les marchés de l'Europe. Oui. Mais ils ne cherchent jamais le marché avec l'Égypte, le Yémen, l'Arabie Saoudite. Là, ils tirent, ils pensent toujours la tête, toujours dans le Maghreb, vers l'Europe. Envoyer des ouvriers vers l'Europe. Agriculture avec l'Europe. L'Algérie, c'est un pays pétrolien. Mais avec qui? Avec l'Europe. Donc, ils ne trouvent pas d'intérêt économique avec le reste du monde arabe. L'Égypte, lorsqu'ils parlaient de l'Égypte, ils cherchaient quoi? Du tourisme, d'où? De l'Europe, de l'Asie, mais elle n'a jamais pensé que le tourisme existe aussi dans le monde arabe, qu'on peut tirer du tourisme du monde arabe. Mais pourtant, ça existait avant. C'est-à-dire dans les années 50... Les pays du Golfe et plein d'autres... Oui, tout le temps, on voyageait entre Arabes dans le monde arabe. Oui. Le Liban, la Syrie... Le Maghreb, c'est dommage lorsque vous dites la Turquie. Moi, je suis... vous avez cité quelque chose, M. Samer. Lorsque vous avez cité la télévision égyptienne et l'accent de l'Égypte à travers le feuilleton égyptien. Là, quand vous voyez, même dans la télévision égyptienne, des chaînes égyptiennes, des feuilletons de la Turquie avec accent syrien. Là, vous dites, mais vraiment, on a un moment, même dans l'année 90, on a des feuilletons, tout le monde arabe vous le regarde. Regarde, il connaît par cœur les acteurs, Oussama Anwar Okasha, Mahfouz Abdelrahman, il parle du monde de l'Égypte, des stars. Oui, je dirais Adel Emem comme star du monde arabe. Deuxième chose, lorsque vous avez des intellectuels, des écrivains égyptiens très connus dans le monde arabe, certainement c'est une sorte de domination égyptienne, mais je peux dire comment notre génération, il a quand même de connaissances des écrivains, des romanciers, libanais, syriens, marocains, algériens, mais la génération actuelle, bon, ils s'en fichent complètement de la culture. C'est la génération portable. Facebook. Non, mais c'est surtout les chanteurs et les chanteuses libanaises, syriennes, marocaines. Mais là, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin d'un élite qui est conscient de son devoir vis-à-vis le monde arabe, vis-à-vis l'avenir, et troisième chose, que le rêve du monde arabe uni, c'est pas du tout une illusion, c'est peut être un rêve réalisable. Mais je vous dirais, malheureusement, il nous reste 1 minute, mais avant de terminer, c'est quand même important de signaler cela. On ne peut pas parler de nationalisme vraiment arabe aujourd'hui, alors qu'on a des problèmes concernant notre nationalisme en tant que citoyen pour notre pays. Quand on voit le pays déchiré, que ce soit par la guerre ou par la situation économique ou par le niveau de l'éducation dans le pays. Donc on devrait peut-être focaliser maintenant dans l'état où l'on est à raviver le nationalisme par nation, par pays, pour après ensuite aspirer à une valeur je dois vous dire très rapidement, parce que je suis conscient qu'il y a un courant politique et culturel en Égypte qui fait le nationalisme arabe contre les sentiments d'être égyptien. Et ça existe dans tous les pays. Ce courant existe en Syrie, en Irak, en Libye. Mais je dois dire quelque chose. Je suis égyptien, très fier de l'histoire de l'Égypte ancienne, et je suis fier aussi de l'identité arabe qui existe actuellement. Ça, c'est quelque chose qui vient de l'histoire, mais le nationalisme arabe, c'est la réalité actuelle et avant tout, après tout, c'est l'avenir. Certainement. Les gens de par le monde entier cherchent à s'unir. Je dois exploiter
notre histoire pour des raisons culturelles et fierté nationale et touristique, mais l'avenir économique, politique. Je vous donne un exemple. Regardez le canal Suez. Qui est autour du canal Suez? Quel pays autour du canal de Suez? C'est des pays arabes. Bien sûr. Deuxième chose. Donc, le commerce avec le monde arabe, ça doit être pour l'Égypte et l'autre pays arabe. Troisième chose, lorsqu'on dit on a besoin d'économie, le main-d'œuvre. On doit admettre que l'Égypte, il a beaucoup de main-d'œuvre. Mais il y a des pays arabes qui ont besoin de main-d'œuvre. On est d'accord? Donc, il y a plusieurs... Coopération économique. Exact. Oui, on en a vraiment besoin. Enfin, au terme de cette édition, Dr Safwat Hatem, nous tenons à vous remercier de vos propos. Je tiens également à remercier ma collègue Nermine. Et moi de même, et je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte et une nouvelle équipe. Au revoir. Merci.